Ok, bonjour à tout le monde. J'ai pris l'habitude de faire quelques analyses très tôt le matin avant de commencer les cours. Aujourd'hui, je veux juste, n'est-ce pas, faire une remarque sur le sommet États-Unis-Afrique qui vient de s'achever aujourd'hui à Washington entre les chefs d'État africains et l'administration américaine de Joe Biden. Et vous savez, nous, quand on essaie de parler de l'Afrique, nous ne parlons pas de l'Afrique comme une seule entité. C'est-à-dire que les gens parlent de l'Afrique comme s'il s'agissait d'une place qui n'a personne. Ce n'est pas comme ça que moi j'aborde l'Afrique. Parce que déjà, avec nos connaissances de l'anthropologie, nous pouvons vous dire en toute sincérité que l'Afrique, que les gens ont l'habitude de vous présenter, que ce soit avec l'œil de l'Africain ou bien avec l'œil, n'est-ce pas, des étrangers qui sont hors du continent, on a l'habitude, n'est-ce pas, à faire comme si l'Afrique était cette place géante où tout le monde réfléchit de la même façon, fait les mêmes choses, vit de la pauvreté, de la misère, pour attendre, n'est-ce pas, d'être sauvé. Ce n'est pas comme ça que moi j'apprécie l'Afrique, parce que la réunion qui vient de se passer à Washington prouve effectivement qu'il y a des chefs d'État en Afrique qui ont l'ambition de faire avancer leur pays. C'est pour cela que je n'aime pas, n'est-ce pas, parler de l'Afrique juste comme un continent, un espace qui regroupe des gens qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas une idée, n'est-ce pas, de ce qu'ils veulent pour leur avenir. Je n'aime pas décrire l'Afrique comme ça. Donc, les États-Unis proposent un partenariat économique concret avec un budget conséquent. C'est aux Africains de saisir l'opportunité et de définir leurs propres priorités. Ce n'est pas aux États-Unis de venir définir nos priorités sur le continent. C'est d'abord cela. Alors, ce qui est impressionnant, c'est de voir tous ces chefs d'État-là débarquer à un tel forum, parfois sans conseiller économique, parfois sans aucun plan directeur pour leur économie, avec des discours plats qui n'ont absolument rien à voir avec les enjeux, n'est-ce pas, de la rencontre. Les États-Unis ont une ambition, n'est-ce pas, de consolider une relation gagnant-gagnant avec l'Afrique. Et lorsqu'on voit la taille de l'économie américaine, c'est-à-dire ces 50 États, et les budgets économiques des États-Unis, c'est pharaonique, c'est-à-dire c'est incroyable. Mais dans une relation économique, chacun protège ses intérêts. Parce que je vais être très honnête avec tout le monde qui m'écoute. Je ne suis pas du genre à croire que les Américains vont mettre des milliards de dollars à la disposition des Africains pour ne pas en tirer des profits. Je ne peux pas croire cela. Parce que les relations économiques, ce sont des relations uniquement d'intérêt. Vous comprenez? Ce sont les relations d'intérêt, ce qui veut dire que si j'investis dans l'économie d'un pays, je m'attends à ce que ces investissements me profitent, n'est-ce pas, dans quelque chose. Si je signe des partenariats avec des gens, je ne vais pas signer des partenariats pour faire la charité. De la même façon, les pays qui s'engagent, n'est-ce pas, à signer ces Memorandum of Understanding, s'engagent, n'est-ce pas, à respecter les clauses, n'est-ce pas, de ces accords. C'est ça qui est la vérité. Alors, la nouveauté ici, c'est que pour une fois, on ne parle pas des aides. On parle des relations économiques. On parle de développement, n'est-ce pas, des ressources humaines, n'est-ce pas, développement des infrastructures urbaines, développement de l'agriculture, c'est-à-dire les Américains vont investir dans l'agro-industrie pour consolider la capacité des Africains à se nourrir sur le continent. Nous avons vu avec la crise en Ukraine que la dépendance vis-à-vis du blé ukrainien a posé un certain nombre de problèmes aux pays africains. Et les Américains
décide, n'est-ce pas, de lancer une coopération qui va profiter sur beaucoup de domaines, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent en profiter. Et vous avez là des économies qui ont l'ambition sur le continent, qui ont proposé des plans directeurs, n'est-ce pas, pour collaborer avec les États-Unis. Maintenant, les gens qui ont toujours tendance à être dans la défensive, à être dans une logique de victimisation perpétuelle, ils vont vous développer certainement des discours plats sur comment il faut libérer l'Afrique, comment est-ce que, voilà, les Occidentaux ont tué l'Afrique, il ne faut pas collaborer avec les Occidentaux. Mais après avoir balancé tous ces discours-là, à leur suite, il n'y aura aucun budget pour accompagner leur discours de libération. À leur suite, il n'y aura aucune disposition de sécurité pour protéger les Africains, n'est-ce pas, de l'insécurité. À leur suite, il n'y aura aucun plan pour, n'est-ce pas, consolider les infrastructures routières et autres. À leur suite, il n'y aura aucun budget pour l'électrification de l'Afrique, pour les adductions d'eau et autres. À leur suite, vous n'aurez que des insultes, des discours de révolte, des discours populaires, et par la suite, la famine va continuer comme les rats de marée. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis un pragmatique. Est-ce que ça veut dire que les Occidentaux sont des sauveurs de l'Afrique? Je dis non. Les Occidentaux ne sont pas en Afrique pour sauver qui que ce soit. Les Occidentaux sont en Afrique pour profiter de nos matières premières, pour développer leur économie, pour prendre avantage, n'est-ce pas, des pays africains qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à défendre leur souveraineté. C'est ça qui est la vérité. Mais maintenant, les jeunes Africains qui ont une vision de la mondialisation, qui peuvent utiliser leur intellect, qui peuvent utiliser leur savoir-faire pour profiter, n'est-ce pas, de l'opportunité de collaborer avec des puissances qui ont non seulement la technologie, mais qui ont également les financements pour faire quelque chose. Je pense que la question se pose là. Quelles sont les dispositions intellectuelles sur le continent que nous pouvons déployer pour mettre à la disposition du continent africain pour se développer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Lorsque vous prenez les pays africains dans leur individualité, prenez un pays comme le Rwanda. En 1994, les gars étaient dans un génocide incroyable. Aujourd'hui, Paul Kagame dirige un pays qui est devenu un hub technologique. Tout le monde peut voir les investissements américains sur les infrastructures du Rwanda, dans ses universités, sur le plan de son programme de recherche. Et c'est impressionnant. Pointez-moi un autre pays en Afrique qui a bénéficié, n'est-ce pas, en un temps record, d'une telle assistance technique et technologique, qui soit, n'est-ce pas, au niveau du Rwanda. Prenez un pays comme l'Égypte. Les États-Unis investissent dans l'économie de l'Égypte et l'Égypte est parmi des pays puissants sur le continent. Ça, ce n'est même pas un débat. Alors, lorsque vous prenez des exemples comme ça dans l'individualité, vous comprenez que quand les États-Unis décident de faire un partenariat avec un pays, ils accompagnent leur partenariat avec le développement des infrastructures, avec l'amélioration de la technologie de ce pays et parfois même avec les assistances militaires qui profitent naturellement au pays. Sauf que dans ces conditions, ils doivent également tirer les bénéfices, n'est-ce pas, de leurs investissements dans ce pays-là. Je ne vais pas aller plus loin. Regardez un pays comme, par exemple, le Qatar, qui vient d'organiser la Coupe du Monde. Vous allez me dire que le Qatar est sorti de nulle part pour être au niveau où tout le monde est en train d'applaudir ce pays aujourd'hui. Non, c'est parce que le Qatar, une fois de plus, a investi dans ses relations avec les États-Unis, qui ont accompagné cette relation avec des moyens colossaux, de manière à faire en sorte que le Qatar devienne une vitrine dans le Moyen-Orient. Alors, vous allez dire que les Qataris sont bêtes, n'est-ce pas, de s'associer aux Américains pour développer leur pays? Je ne pense pas. Donc, c'est pour revenir à l'épineuse question des relations bilatérales entre les pays africains et les pays occidentaux. Certains Africains sont prêts à faire une relation avec la Chine alors qu'ils ne parlent pas le chinois.
Or, les Chinois ont 3 paliers d'investissement. Les premiers investissements qui vont vers les États-Unis sont beaucoup plus sophistiqués avec des paquets qui respectent les normes internationales qu'imposent les États-Unis dans le cadre, n'est-ce pas, de ces relations-là. Le deuxième paquet va vers des pays émergents comme le Brésil, la Turquie et bien d'autres. Mais quand ils viennent dans des pays très pauvres, ils offrent le dernier paquet qui n'a pas de garantie de sécurité, ce qui fait que les infrastructures qui peuvent, n'est-ce pas, nous livrer sur le continent n'ont pas de durée de sécurité qui donne la possibilité aux Africains de mieux apprécier ces infrastructures. Ce qui fait que, malgré les investissements qui sont consentis, en très peu de temps, ces investissements sont complètement délabrés et tout le monde peut constater cela. Alors, mais les gens vont dire que c'est une relation économique gagnant-gagnant quand ils savent que déjà le poids de la population, le poids démographique de la Chine est tel que un pays africain ne peut même pas représenter une ville chinoise. Mais vous avez des pays qui ont la prétention de faire une relation économique avec un pays de plus d'1,5 milliard de population. Vous comprenez qu'il peut y avoir de balance ou bien d'équilibre dans ce genre de rapport? Je ne pense pas. De la même façon, si vous venez signer des accords économiques avec les États-Unis, vous signez ces accords avec la première puissance du monde sur le plan économique, avec la première puissance militaire sur le plan sécuritaire. Ce qui veut dire que, au lieu de chercher à venir signer ces accords individuellement comme pays, il serait mieux, n'est-ce pas, d'organiser un cadre de concertation pour renforcer les capacités en Afrique, travailler ensemble et faire des accords de manière collégiale, en sorte que, ensemble, les Africains aient la possibilité de mieux négocier leurs intérêts sur le plan de la souveraineté, sur le plan de la coopération, sur le plan de l'économie. Et là, ça devient, n'est-ce pas, des rapports beaucoup plus consolidés, beaucoup plus avantageux pour les Africains. Alors, l'instabilité qu'il y a sur le continent nécessite, n'est-ce pas, des mesures sécuritaires que les Africains n'ont pas toujours les moyens, n'est-ce pas, de protéger, n'est-ce pas? Et là, il faut des coopérations qui garantissent, n'est-ce pas, l'aspect sécuritaire de ces coopérations-là. Je veux dire quoi exactement? Ça sert à quoi de vous investir dans une relation économique avec un pays faible qui peut être déstabilisé par des pays prédateurs qui vont simplement venir vendre les armes, n'est-ce pas, aux rebelles qui vont s'opposer à votre gouvernement pour créer le chaos et l'instabilité? C'est ça la question. Parce que le volet économique est toujours accompagné du volet sécuritaire. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui des pays qui étaient économiquement bien avancés comme la Libye se retrouvent dans un chaos parce qu'il a suffi, n'est-ce pas, d'un certain déséquilibre dans le cadre, n'est-ce pas, de la sécurité pour que l'OTAN détruise, n'est-ce pas, le régime de Kadhafi. Est-ce que nous disons cela pour applaudir le fait que l'OTAN soit venu en Libye pour détruire Kadhafi? Non. Nous disons que si Kadhafi avait compris les enjeux, n'est-ce pas, de la coopération internationale vis-à-vis de son pays qui a des réserves du pétrole qui soient importantes, n'est-ce pas, qui soient importantes. L'aspect crucial de sa coopération devait garantir la sécurité de son pays pour que, éventuellement dans le temps, si jamais il y a des soucis, des puissances avec lesquelles Kadhafi avait signé des accords de coopération s'engagent à protéger son pays en cas d'éventuelle attaque par n'importe quelle puissance. Donc, parfois on néglige cet aspect-là, parfois on choisit mal ses partenaires et on se retrouve, n'est-ce pas, face aux représailles de ceux-là qui ont toujours à l'œil leurs propres intérêts par tous les moyens. Donc, voilà à peu près mon appréciation de ce forum de Washington, que je présente comme une opportunité, mais une opportunité qui doit être saisie avec beaucoup d'intelligence, sans toutefois s'enfoncer de manière aveugle, n'est-ce pas, à signer des accords qui peuvent vous rattraper 20 ans plus tard. Beaucoup de pays ont signé des accords avec les États-Unis, et une fois qu'ils ont trahi ces accords-là, ils ont été sous le coup des sanctions économiques et parfois des sanctions militaires. Nous voudrions que les Africains évitent ce genre de désarroi.
avant de nous engager dans des accords de coopération, il faut veiller à ce que ces accords soient transparents. Il faut veiller à ce que l'aspect sécuritaire accompagne ces accords pour que demain, nous ne soyons pas à subir les représailles des pays avec lesquels nous signons ces accords. Donc, moi j'ai suivi avec une très grande attention le discours du président Biden durant ce forum. C'était un discours sérieux, avec un budget conséquent. Mais c'est maintenant aux Africains de préparer en aval des projets économiques qui soient consistants, des projets économiques qui soient futuristes et qui tiennent compte, n'est-ce pas, de la capacité de l'Afrique à produire, parce qu'on ne peut pas essentiellement dépendre des aides si on ne veut pas également investir dans des domaines de productivité qui nous donnent la possibilité de rembourser les dettes si nous consentons les dettes. Et c'est ça la coopération bilatérale pour moi. C'est-à-dire que si vous allez vers quelqu'un pour solliciter de son argent, travaillez à ce que cet argent produise en sorte que demain, vous soyez capable de rembourser votre dette. Et comme ça, vous pouvez négocier votre souveraineté tout simplement parce que vous n'avez pas de dette à payer, tout simplement parce que vous avez formé le personnel qui soit capable, n'est-ce pas, de renforcer le secteur productif de votre pays. Et ensuite, tout simplement parce que vous avez la relève. Parce que dans le cas de la coopération, lorsque vous prévoyez la mobilité de recherche, les bourses d'études de part et d'autre, cela facilite la mise sur pied d'un cadre de concertation scientifique qui donne la possibilité aux deux pays qui sont liés par ces accords de bénéficier, n'est-ce pas, de ces accords. Imaginez donc la mobilité de recherche entre les Américains et les Africains. Hein? À un moment donné, les Africains vont se comporter comme les Américains et les Américains vont se comporter comme les Africains parce qu'il y aura une entente mutuelle de part et d'autre. Je veux ici rappeler également que la culture américaine est très différente de la culture africaine. N'est-ce pas là une opportunité d'échange économique et sécuritaire qui donne la possibilité aux Africains de mieux apprécier la culture américaine et également aux Américains l'opportunité de mieux apprécier les cultures africaines pour investir de part et d'autre. Et c'est ça que j'appelle une relation gagnant-gagnant. Vous comprenez, ce n'est pas un rapport de paternalisme, de domination et d'extraversion de notre économie. C'est un rapport où on peut travailler en aval, n'est-ce pas, à renforcer les possibilités de transfert de technologies, surtout lorsque la Russie, n'est-ce pas, dans sa guerre en Ukraine, donne la possibilité aux Américains de s'investir réellement, n'est-ce pas, en Afrique pour peser la balance de leur côté. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y a la guerre en Ukraine et que les Américains sont intéressés par contrebalancer cela avec leur coopération avec les Africains, c'est les Africains qui doivent saisir cette opportunité-là pour tirer l'avantage de leur côté. Puisque par le passé, les États-Unis ont investi énormément en Asie, en Europe et un peu partout, sauf en Afrique. Pour être sérieux. Maintenant que les Américains sentent que les Russes et les Chinois veulent, n'est-ce pas, prendre l'Afrique, ils vont tout faire pour mettre beaucoup de moyens de manière à fidéliser l'Afrique vers les intérêts américains. Maintenant, c'est aux Africains, n'est-ce pas, de saisir l'opportunité pour tirer la couverture de leur côté. Est-ce que je dis que les Africains doivent, n'est-ce pas, se soumettre à une dépendance aveugle des Américains? Non, 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 ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que lorsqu'il y a une opportunité, chacun tire le drap de son côté. Chacun utilise ses forces et ses faiblesses à son avantage. C'est ce que moi j'appelle les relations bilatérales. Chacun négocie ses intérêts. Il ne s'agit pas là d'aller en victime résignée, s'attendre à ce que les Africains soient sauvés par les Américains. Ce n'est pas une bonne manière d'organiser une relation bilatérale. C'est la même chose. Lorsque vous allez dans un ménage, je prends un exemple banal, des ménages. Une femme qui va se marier à quelqu'un qui est riche et qui n'a pas une formation, qui n'est absolument rien, ne saura jamais être respectée dans le mariage. Parce que dans le mariage, vous n'apportez rien économiquement. Tout ce que vous apportez, c'est peut-être votre beauté et autres. C'est tout. Mais par la suite, on ne mange pas seulement la beauté. Il y a des intérêts aussi qui comptent. C'est la même relation que je peux établir, n'est-ce pas, entre des pays.
si les Africains vont vers les États-Unis juste pour les beaux yeux des Américains, ben, les Américains qui investissent leur argent aimeraient en tirer les profits. Si vous n'avez pas en contrepartie des plans d'investissement sérieux qui vous apportent quelque chose de plus dans votre relation, ben, attendez-vous à ce que votre pays soit exploité sous forme de néocolonialisme. Et là, c'est comme ça que nous devons aborder la question. Je ne suis pas là en train de prêcher aux Africains d'aller aveuglément vers les Américains, non. Moi, je vis aux États-Unis depuis 16 ans, je connais ce que c'est que les États-Unis. Je dis que les États-Unis, c'est le capitalisme. C'est-à-dire que j'investis mes 10 dollars quelque part et je m'attends à produire 1 million de dollars. Peu importe comment je peux arriver à ça. Vous comprenez? Si vous entrez dans ce genre de relation sans défendre vos intérêts, ils vont copieusement, n'est-ce pas, abuser de vous. C'est aussi simple que ça. Mais si vous avez l'intelligence, l'expérience, l'expertise pour protéger non seulement la souveraineté de votre pays, mais également les intérêts de votre pays, alors vous allez vous en sortir dans ce genre de relation. Donc, c'est à peu près ma lecture, n'est-ce pas, de ce forum. J'ai suivi également le discours du président de la République du Cameroun. Ce qui m'a étonné, c'est que le président est intéressé, n'est-ce pas, à aller dans l'espace. C'est-à-dire, bon, à signer des accords dans les recherches aérospatiales et tout. Sauf que nous n'avons pas l'électricité au Cameroun, pour le moment. Parce qu'il faut être réaliste. Des recherches comme ça nécessitent beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité et autres. Nous n'avons pas encore cela. Espérons que les Américains vont combler cela. Mais j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de platitudes dans le projet du Cameroun. Il n'y a pas un plan directeur avec des chiffres comme c'est le cas que nous avons constaté avec le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, n'est-ce pas? Tous ces pays importants, le Maroc, l'Égypte, n'est-ce pas? L'Afrique du Sud, tous ces pays importants, même l'Éthiopie, ils ont des plans de développement conséquents avec des chiffres à l'appui. Malheureusement, beaucoup de pays francophones n'ont pas cette tradition d'accompagner leurs projets économiques avec des chiffres qui donnent la possibilité de vérifier cela. Nous continuons, n'est-ce pas, avec des platitudes, des plans directeurs évasifs qu'on ne peut pas tracer. Et c'est comme ça que il y a des difficultés à lire entre les lignes en termes de projection. Qu'est-ce qu'on envisage de faire dans le long terme? Quelles sont les mesures d'accompagnement qui doivent être sollicitées? Quelle est l'expertise qui nécessite, n'est-ce pas, d'être utilisée pour que nous parvenions à un résultat positif? Tout cela, on devrait toujours mettre cela en marche. Bon, et quelle est la plus facile manière, n'est-ce pas, d'arriver à cela? C'est d'utiliser des Camerounais qui soient déjà là, qui ont la meilleure compréhension des enjeux, qui ont la possibilité de mieux apprécier entre les lignes les discours des Américains, qui ont aussi la possibilité de mieux orienter les besoins des pays africains parce qu'ils ont l'expérience d'être des Africains. Et voilà, votre diaspora se trouve être votre intermédiaire spectaculaire. Mais malheureusement, les gens passent leur vie à diaboliser la diaspora, alors que c'est des gens qui vivent déjà avec les Américains, qui ont parfois des entreprises déjà sur place, qui ont des meilleures formations et l'expertise sur le terrain. Voilà, donc il est temps que nos dirigeants africains prennent au sérieux déjà la main-d'œuvre qu'ils ont sur le terrain dans la diaspora et ensuite qu'ils aient un plan directeur bien structuré par rapport au futur, n'est-ce pas, des pays qui dirigent. Et peut-être dans cette optique-là, il y a des chances qu'on arrive à transformer le sort du continent africain dans une décennie, dans 2 décennies, parce que les choses vont très vite. La technologie, elle est très avancée. Nous sommes dans le cadre de la mondialisation. Et si on a la chance d'avoir un pays un peu plus stable, il y a des chances que les investissements aillent vers ce pays-là. Si on n'a pas un pays stable, on a intérêt à développer le sens du consensus pour organiser des dialogues, en sorte que ces dialogues-là apaisent les esprits, orientent les populations vers des questions économiques. Voilà ce qu'il faut à tout moment insister
en sorte que les Africains puissent comprendre quels sont les enjeux, parce que les discours politiques, c'est les discours politiques, orientant le débat vers des questions économiques. Comment ça se passe la formation dans les universités? Quel est le système éducatif que nous devons adopter en termes de profil d'emploi, en termes d'horizon futur, en termes des enjeux que nous avons aujourd'hui? Quelles sont les difficultés que nous avons en 2022? Il y a les pandémies qui sont en train de sévir un peu partout. Cela a de l'impact dans notre économie. Comment est-ce qu'on peut travailler à résoudre ces problèmes de pandémie tout en tenant compte de ça, de nos faiblesses économiques? Quelles sont les coopérations scientifiques que nous pouvons signer pour parvenir à trouver des solutions adéquates à ce genre de problèmes? Et nous avons une jeunesse qui a des difficultés. Quels sont des projets économiques que nous pouvons orienter vers l'Afrique qui emploient ces jeunes? Il y a l'industrialisation de l'Afrique qui se pose comme un problème criard. Comment est-ce que nous pouvons adopter un plan d'industrialisation qui soit accompagné des capitaux colossaux et importants tels que l'envisagent par exemple les États-Unis? Quels sont les aspects de ces investissements qui peuvent nous intéresser? Voilà autant de questions qu'il faut se poser au lieu de passer toute notre vie à victimiser, à crier, à se plaindre, à dire voilà, les Occidentaux ont fait ceci, les Occidentaux. Non, la Chine a été colonisée, hein, mais la Chine est aujourd'hui en train de négocier la première puissance mondiale. Hein? Il faut que je vous rappelle cela. Les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre, hein, mais les États-Unis aujourd'hui sont la première puissance économique mondiale et la première puissance militaire mondiale. C'est pour dire que nous pouvons également, nous aussi en Afrique, profiter de ce genre de collaboration et donner des chances, n'est-ce pas, aux prochaines générations dans 50 ans, dans 100 ans, à condition, n'est-ce pas, de suivre les modalités que des pays puissants suivent pour parvenir à se hisser au-dessus du lot. Donc, c'était à peu près l'analyse que je tenais à proposer ce matin. Bon, nous voulons également rappeler ici que je ne trouve pas vraiment la valeur de ceux-là qu'on identifie dans les réseaux sociaux comme les influenceurs. Parce que voilà, influencer, quand vous n'avez pas une bonne lecture de ce qui se passe, vous allez influencer qui? Dans quelle direction? Je pense que ce dont les Africains ont besoin, c'est l'expérience, c'est l'expertise, c'est la connaissance. Ce sont des informations sur des relations de collaboration, de coopération. Ce sont des modalités de montage de projets économiques. C'est l'expertise dans ces domaines-là. Les Africains ont besoin des ingénieurs. Hein? C'est tout ça. Or, avec les nombreuses crises que nous avons connues sur le continent, beaucoup d'ingénieurs ont fui le continent africain vers les pays développés. Donc, la seule manière de rappeler ces ingénieurs-là, c'est de trouver des moyens importants, toujours, n'est-ce pas, à l'extérieur, pour orienter ces moyens vers les domaines de production comme l'agriculture, comme l'industrie, n'est-ce pas? Et avec le temps, nous allons booster les capacités de nos économies sur le continent africain. Et dans le même temps, nous allons intéresser l'Afrique parce que les ingénieurs vont vers les pôles de production. Donc, s'il y a eu un mouvement d'exode sur le continent, espérons qu'avec des nombreux investissements sur le terrain, ces mêmes intellectuels africains vont aussi rentrer en Afrique. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas rentrer en Afrique. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de travail, mais nos dirigeants n'ont pas une politique d'emploi qui donne la possibilité aux Africains qui sont déjà bien installés dans les pays du Nord à revenir vers le continent. Parce que si vous gagnez suffisamment de l'argent par rapport à votre expertise dans des pays émergents, je ne vois pas comment vous allez vous forcer à revenir dans un pays qui ne va pas vous donner un salaire. Je ne pense pas. Je vous prends un exemple très banal. Hein. Vous allez vers des pays développés, vous faites votre formation comme un ingénieur dans l'aéronautique, par exemple. Vous êtes ingénieur aéronautique. Alors, vous êtes employé à la NASA, par exemple. Et quelqu'un s'assoit au Cameroun, il vous dit, voilà, vous êtes passé votre vie à insulter le pays, revenez au pays. Toi, tu es ingénieur à la NASA.
Si tu reviens au Cameroun, ça veut dire que tu perds automatiquement ton travail, puisqu'il n'y a pas la NASA au Cameroun. Vous comprenez? C'est ça la réalité. C'est-à-dire que les gens qui ont échoué sur place vous invitent à revenir échouer comme eux, pour montrer que vous êtes patriote. Vous trouvez que ce genre de discours-là, c'est sérieux? C'est-à-dire que quelqu'un a échoué au Cameroun. Dans son échec, il invite quelqu'un qui travaille à la NASA, qui a un salaire, qui peut nourrir sa famille, qui se développe. Il dit, voilà, vous n'aimez pas le Cameroun, vous avez fui le Cameroun pour aller rester derrière, pour aller rester à l'extérieur, dans la diaspora, et vous insultez le pays. Revenez plutôt sur le terrain, c'est sur le terrain que ça se passe. Alors que sur le terrain, il n'a pas de salaire. Le SMIC, c'est peut-être à 36 000. 36 000 francs CFA, le mois. C'est-à-dire que par jour, il a maximum peut-être 1200, quelque chose comme ça. Or, avec 1200 ici aux États-Unis, vous n'allez pas manger un petit déjeuner. 1200 par jour. Hein? Alors, mais il va vous soumettre à cette forme de chantage sur le patriotisme camerounais. Vous avez un pays où les responsables de l'administration sont prêts à voler des milliards au sommet de l'État pour aller à la télé vanter leur patriotisme en invitant ceux qui gagnent légalement leur argent grâce à leur expertise parce qu'ils sont devenus des ingénieurs dans les pays du Nord. Mais ils veulent que ceux-là abandonnent leur travail pour revenir rester au chômage. Là où l'État n'a pas prévu un secteur industriel capable d'employer ces ingénieurs-là. De la même façon, dans les universités, c'est d'abord les laboratoires. Nos universités n'ont pas de laboratoire. Il faut qu'on se le dise. Je ne suis pas en train de mentir. Je n'invente absolument rien. Moi, je suis passé par l'université de Yaoundé 1. Il n'y a pas de laboratoire là-bas. Si on peut au moins être honnête. Si vous comparez les laboratoires de l'université de Yaoundé 1 à l'université de Sorbonne, par exemple, c'est le jour et la nuit. Donc, vous voudriez que quelqu'un qui est recruté, par exemple, à la Sorbonne, laisse son travail à la Sorbonne pour revenir dans une université qui n'a pas les moyens de recherche, qui n'a pas des laboratoires de recherche, qui n'a pas des moyens de financement pour la recherche, qui n'a pas les moyens pour produire vos livres, vos ouvrages, vos articles scientifiques, qui n'a pas vraiment de revue scientifique qui soit de renommée internationale, et quelqu'un qui a l'ambition d'être professeur agrégé avec tout ce que ça peut accompagner comme recherche et tout. Il va laisser ça pour revenir dans la précarité, battre campagne pour le régime, alors qu'il doit faire la recherche. Non, il ne peut pas rentrer. Il ne pourra pas rentrer. À la rigueur, il peut rentrer à la retraite. Mais il va vous servir à quoi à la retraite? À la retraite, on rentre se reposer. Vous comprenez? À la retraite, on rentre simplement se reposer. Et on n'a plus suffisamment de force, n'est-ce pas, pour faire quoi que ce soit. On a juste de l'expérience. On peut encadrer les gens, on peut les orienter, mais on n'aura plus vraiment d'efficacité. Mais quand on est jeune, là, on travaille. Et on travaille là où on a eu le travail. On ne travaille pas là où les gens font les incantations, ils font des rêves, ils racontent des histoires. Ils viennent vous insulter pour se faire une bonne santé dans leur conscience. On n'a pas ce problème. Quand on vous dit la vérité, ce n'est pas pour vous insulter, c'est pour vous dire, réveillons-nous, travaillons, ne soyons pas dans des superstitions. Hein? Il ne suffit pas de dire que tel ne vaut rien pour que ce soit une réalité, parce que déjà dans la formation, les gars qui vivent dans la diaspora sont très bien formés. Moi, ça fait 16 ans que je vis là-bas. Je croise des ingénieurs, je croise des entrepreneurs et tout, qui sont des Africains, qui sont bien implantés ici, qui ont réussi, qui sont des millionnaires, en dollars. Hein? Et vous pensez que quelqu'un va laisser ses millions ici, là, pour venir se battre dans les intrigues du quartier? Non. Et vous pensez qu'il va prendre même ces millions-là pour venir investir ça dans un environnement économique où il y a la corruption, les détournements de fonds publics, l'extorsion, hein, et toute une mafia, n'est-ce pas, gouvernementale, qui empêche les gens de se développer? Je ne pense pas. Où les gens ne sont pas protégés dans leurs droits? Non. Où il y a l'insécurité? Non. Voilà la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'investissements dans des pays qui ont souvent une politique de confiscation de pouvoir, et cela n'encourage pas le développement économique. Voilà la peur de certains investisseurs, même camerounais. Ils ne veulent pas investir leur argent dans des secteurs économiques en danger, n'est-ce pas? Parce que l'environnement des affaires n'est pas clair, c'est flou.
les droits ne sont pas respectés et le franc CFA n'aide même pas, puisque le franc CFA n'est pas émis par le Cameroun, le franc CFA est émis en France et cela pose des sérieux problèmes en termes de transactions internationales et tout. Voilà pourquoi certaines personnes ne préfèrent pas revenir investir, n'est-ce pas, en Afrique. Donc voilà, en quelque sorte, le résumé de la petite analyse que je tenais à vous présenter. J'espère que, bon, vous allez prendre du temps pour analyser ce que nous avons dit, parce que nous ne vous dictons rien. Nous, on vous passe une information. Vous êtes suffisamment mature, suffisamment intelligent pour lire entre les lignes qui dit la vérité, qui est dans la propagande, qui est en train de manipuler les gens. Et moi, je me suis engagé de ne jamais manipuler personne. Ça, c'est mon engagement à moi. Que ce soit au sein de la communauté Bamoun à laquelle j'appartiens, que ce soit aux Camerounais qui sont mes concitoyens, que ce soit aux Africains qui sont comme moi, que ce soit aux intellectuels noirs qui sont installés dans la diaspora, que ce soit aux Blancs avec qui je travaille. Moi, j'ai toujours un langage de sincérité, un langage d'honnêteté, de franchise, par respect pour moi-même, pour ma propre dignité. Donc voilà pourquoi je ne serai jamais dans des discours enflammés pour pousser les gens à la révolte, pour dire des choses qui ne vont pas construire. J'aime la critique qui apporte quelque chose de nouveau, qui donne un paradigme d'espoir. Parce que nous sommes tous doués de raison. Dieu nous a dotés de quelque chose d'extraordinaire, le cerveau. Utilisons cela à notre avantage. Et quand on est intelligent, ce n'est pas dans la guerre qu'on peut démontrer qu'on est intelligent. On peut contourner la guerre avec beaucoup de tact, beaucoup de perspicacité. C'est ce que nous recommandons aux jeunes Africains aujourd'hui. Nous ne formons pas nos enfants dans la haine, dans la méchanceté, dans la violence, dans les frustrations. Regardons le côté positif de la vie. On ne meurt pas deux fois. Si quelqu'un vous traite de lâche parce que vous n'êtes pas allé insulter Joe Biden, insulter Macron, insulter Paul Biya, dites que merci. Ce n'est pas dans les insultes que nous allons construire quelque chose de positif. C'est dans la compréhension de notre contexte, de ces défis, de ces enjeux, que nous allons trouver des solutions à ces problèmes. Et lorsque nous trouvons des solutions à un problème, cela crée des richesses. Et on ne trouve pas des solutions à un problème avec les insultes. On trouve des solutions à un problème avec l'intelligence, avec le pragmatisme, avec l'expertise. Et vous allez trouver l'expertise où? Lorsque vous faites la guerre. Lorsque vous êtes dans les émeutes, les conflits. Nous conseillons les gens à éviter les conflits dans le dialogue, dans le consensus. Et comme ça, tout le monde a le temps de réfléchir aux véritables problèmes qui se posent à nous, comme la pauvreté, les maladies. N'est-ce pas? La violence ne résout pas les problèmes. Ce que je veux dire concrètement, c'est que nous n'avons pas besoin d'aller en guerre pour trouver les solutions à nos problèmes. Si on met tous les Camerounais aujourd'hui au travail, même le problème du franc CFA là, ça ne va pas se poser. Parce que nous aurons produit suffisamment pour inviter, n'est-ce pas, des pays étrangers à acheter chez nous. Nous pouvons demander aux pays étrangers d'acheter nos biens en dollars. Ils vont le faire, malgré l'existence du franc CFA. Je veux dire ici que la clé de la richesse, c'est la production. Nous ne produisons pas, nous importons tout. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de devises pour importer tout. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en crise. Et le peu que nous importons, les dirigeants volent cela. Le peu de devises que nous avons, les dirigeants volent cela pour aller placer encore cela en Occident. Mais après, ils viendront vous tenir des discours endiablés de panafricanisme contre les dirigeants occidentaux, alors qu'eux-mêmes volent dans les caisses de l'État pour aller garder sur leurs maîtres occidentaux. Qui est donc dupe dans tout cela? Qui est-ce qu'on trompe dans tout cela? Vous comprenez? Donc, c'est franchement tout ce que je tenais à vous dire ce vendredi. Mon cours va commencer bientôt. Je ne veux pas vous garder pour toute la journée, mais je pense avoir élaboré en quelque sorte ce que je tenais à vous dire ce vendredi. Suivez attentivement le discours de M. Joe Biden pour ceux qui parlent l'anglais. Suivez attentivement, c'est un discours, je crois, de 17 minutes qui a le ton
de ce que les Américains envisagent de faire en Afrique. Alors, seul l'avenir nous dira, je ne peux pas être devin pour savoir ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans ce nouveau débat entre les États-Unis et l'Afrique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de tels engagements ont été faits en Asie. Vous avez aujourd'hui des exemples palpables que vous pouvez lire, des pays comme la Corée du Sud. Comparez la Corée du Sud aujourd'hui à la Corée du Nord. Vous allez voir le miracle là-bas. Des pays comme le Japon, qui sortent de la Seconde Guerre mondiale contre les États-Unis, ont accepté de collaborer avec les Américains. Regardez le degré de développement du Japon aujourd'hui. Même la Chine, qui est développée aujourd'hui, a profité de sa relation bilatérale avec les États-Unis pour être au niveau que nous voyons aujourd'hui. Les géants asiatiques, là, beaucoup travaillent avec les États-Unis. Pourquoi pas nous, en Afrique? Pourquoi pas nous? Vous comprenez? Nous pouvons bénéficier, n'est-ce pas, de ces opportunités-là, mais à condition d'être suffisamment intelligents. Je ne demande pas aux Africains d'embrasser aveuglément les États-Unis, non. Je demande aux Africains de défendre leurs intérêts, d'être stratégiques et de se mettre ensemble pour travailler de manière stratégique. Merci donc de votre aimable attention et vous passez une très bonne journée. Et on va se revoir, n'est-ce pas, éventuellement, à chaque fois que l'occasion va se présenter. Merci et à très bientôt. C'était le docteur Abdoulaye Lazine Charek.